Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le chroniqueur automobile de renommée, M. Marc Bouchard. Bonjour, M. Bouchard, comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Très bien, très bien. On va laisser tomber le monsieur tout de suite. On ne fera pas semblant. On se connaît quand même très bien. Marc, ce que j'avais envie de parler avec toi, parce que dans l'univers de l'automobile, souvent, on entend des termes plus anglophones. On croit que c'est plus facilitant, mais je sais que pour toi, ça a toujours été important quand même de privilégier le français, mais on va commencer par le début, comme on dit si bien. Toi, comment tu es arrivé dans le monde des communications? En fait, moi, toute ma carrière est un gros hasard. OK? J'ai fait cégep en arts et lettres avec plus ou moins de succès parce qu'à l'époque, disons que les fêtes nuisaient un peu à mes études, alors j'ai lâché les études. Mais, sans blague, j'ai par la suite décidé de m'inscrire à l'université en communication. Je l'ai fait, entre autres, à l'Université de Montréal, à la Faculté d'éducation permanente. Okay. Mais, entre-temps, j'ai une connaissance qui me dit, écoute, le journal local est à la recherche de journalistes parce que, bon, il y a eu un petit problème et ils ont besoin de journalistes. Alors, parfait, ça m'intéressait, c'est là-dedans que je voulais aller. J'avais pas vraiment de formation spécialisée à ce moment-là. Je me suis donc rendu pour une entrevue. Le rédacteur en chef m'a regardé, m'a parlé pendant 5 minutes et m'a dit, parfait, peux-tu commencer demain matin? OK. Tout ce qu'il a fait, c'est vous avez juste discuté. Est-ce qu'il t'a demandé tes champs d'intérêt, ces choses-là? Ben, oui, évidemment, parce que, bon, mais il me connaissait un petit peu parce qu'il connaissait notre contact commun, qui était un beau-frère et qui travaillait, lui, dans ce journal-là depuis plusieurs années. Donc, mon beau-frère, lui, avait parlé de moi, lui avait dit de où j'arrivais, que j'avais été très, très impliqué dans tous les médias étudiants, okay. Autant au niveau secondaire qu'au cégep. J'ai fait de la radio étudiante, j'ai fait du journal étudiant, j'ai même fait de la télé étudiante. Mais pour ça, pour toi, c'était important quand même, parce que souvent, pour bien œuvrer dans le milieu des communications, des télécommunications pour la suite, c'est toujours bon de s'impliquer lorsqu'on est en train d'avoir notre formation. Clairement, et j'ai eu l'occasion, c'est drôle parce que j'ai eu des opportunités un peu par hasard, là, encore une fois, tu sais, on a eu une formation, par exemple, quand j'étais au secondaire, animée par un certain Paul Arcand. Ah, quand même. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, Paul a à peu près 2-3 ans de plus que moi. On était étudiants dans la même école. Lui était finissant, moi j'étais un débutant. Alors, c'est un peu lui qui nous a formés pour nous intégrer à la radio étudiante. Donc, ça donne des opportunités incroyables. Ça permet donc de développer un certain sens aussi de la communication parce que ça te permet de t'adapter à ta clientèle. Tu n'écris pas dans un journal étudiant du secondaire comme tu le fais au cégep. Tu ne le fais pas non plus avec la même conviction. Tu arrives au cégep, tu es beaucoup plus revendicateur que tu ne l'étais au secondaire au moment où c'était plus du divertissement. Alors, c'est vraiment un apprentissage qui vient un peu tout seul et que j'ai pu compléter grâce à M. Bornet et au journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Pourquoi j'en parle? Parce que Le Courrier, c'est une véritable légende. C'est un journal qui, encore aujourd'hui, est là. C'est un hebdomadaire régional vendu. Au Québec, c'est déjà un exploit. Qui est en publication continue depuis 1853. OK, quand même. Mais tu peux-tu nous décrire un peu, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est vraiment concentré seulement sur l'actualité de la région ou comment ça fonctionne exactement? Oui, effectivement. C'est sur l'actualité de la région. Il y a quelques chroniques. Aujourd'hui, j'y tiens toujours la chronique automobile d'ailleurs, mais à l'époque, j'étais journaliste général. C'est vraiment un journal qui est là pour couvrir l'actualité régionale. C'est une grosse équipe de rédaction. Il y a un rédacteur en chef, il y a une secrétaire de rédaction, il y a 3 ou 4 journalistes à temps complet, ils ont un photographe. Alors, c'est un vrai journal, comme on peut s'imaginer un quotidien, mais qui est publié une fois par semaine. Et comme je te le dis, qui est vendu. Les gens doivent payer pour l'acheter. Dans une région comme Saint-Hyacinthe, qui est une ville de 55 000 habitants, c'est quand même assez exceptionnel. Et ça continue, c'est toujours vivant. Et c'est un des journaux les plus réputés à travers le pays, qui a gagné de nombreux prix au fil des ans, et dont les rédacteurs en chef ont souvent été des gens bien, comment je pourrais dire, qui sont vraiment reconnus. Tu sais, il y a un des rédacteurs en chef, bon, ça fait longtemps, tu me diras, moi je ne l'ai pas connu, mais il s'appelait Harry Bernard, et c'est un homme qui a déjà eu des prix de littérature. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé au Courrier au fil des ans. Les Daniel Johnson de ce monde ont été journalistes au Courrier. Daniel Johnson, non, ouais. Marc Messier, le comédien, a été journaliste au Courrier. Donc, c'est vraiment un journal qui a marqué l'histoire et qui continue de le faire. Donc, pour moi, c'était un honneur d'aller travailler là et d'avoir mon premier emploi comme journaliste là-dedans.
J'écoute les noms que tu énumères. On s'entend que le niveau de langage devait être particulièrement surveillé dans cette hebdomadaire-là. Totalement. Et mon rédacteur en chef à l'époque, M. Pierre Bornet, M. Bornet, c'est lui qui m'a formé, je te dirais, sur le tas. Et M. Bornet était un ancien missionnaire qui avait donc depuis quitté la mission, qui était rendu, qui s'était marié, bon, tout ça était à la vie civile, mais qui accordait une importance extrêmement pointue à la qualité de la langue, à la qualité de l'orthographe, de la syntaxe. Ce qui fait que ma première année au journal Le Courrier, alors que j'étais journaliste, j'étais en fait davantage quelqu'un qui faisait de la réécriture de communiqués. Donc, comme c'est un journal local, régional, on travaillait beaucoup en collaboration avec les organismes locaux, que ce soit les clubs d'âge d'or et autres organisations communautaires, qui se faisaient un devoir de venir nous porter leurs petits communiqués pour qu'on diffuse leur liste d'activités. Et une partie de mon travail, c'était de réécrire ces communiqués-là de façon à ce qu'ils soient dans un langage acceptable pour publication dans le journal. C'est quoi? Est-ce que le communiqué de base, lorsqu'il était à l'état, disons, intégral, il comportait beaucoup de fautes ou c'est juste que c'était pas structuré adéquatement? J'ai en mémoire un communiqué qui provient d'un festival qui n'existe plus, qui s'appelait le Festival de la fraise. Le Festival de la fraise, OK, Marc. Oui, bon, c'est à Sainte-Madeleine, un endroit où les fraises sont très, très populaires, la cueillette de fraises. Et c'est parce que non seulement il y avait des fautes, mais il y avait des tournures de phrases absolument délirantes. Entre autres, dans ce cas-ci, on parlait d'un concours de chansons anciennes. Et le communiqué commençait par « Ah, siroter une bonne vieille chanson d'autrefois au chevet d'un piano ». Et tabarouette, je ne suis pas certain de comprendre tout à fait ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Donc, évidemment, c'était de réaménager ça pour lui donner un style un peu plus journalistique, un peu plus informatif et qui répondait davantage aux critères normaux de publication dans un journal. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Par la suite, je travaillais avec différents collaborateurs de l'extérieur qui nous amenaient des textes dont je devais assumer une partie de la révision. Et par la suite, ben là, je suis devenu journaliste à temps plus complet, je dirais. Et là, je faisais vraiment de la couverture d'événements, que ça soit... J'ai été un bout de temps sur les faits divers, par exemple, où j'allais couvrir les accidents et incendies de ce monde. Puis j'ai complété ma carrière au Courrier, où j'ai été pendant 3 années. J'ai complété ma carrière à couvrir les activités du député provincial, entre autres. OK. C'est quoi les différentes annonces que le député faisait lors de ses points de presse, ces choses-là? Notamment, mais aussi aller poser des questions aux députés sur tel ou tel dossier régional sur tel enjeu, dont le développement est important. Des portions de route qui étaient vraiment maganées, qu'il fallait absolument aller refaire ou des trucs comme ça. Tant et si bien, en fait, il faut savoir que c'est une petite ville. Hein? Le député, c'est quelqu'un que je connaissais depuis que j'avais 7 ou 8 ans parce qu'il avait été élevé à quelques coins de rue de la maison chez moi. Donc, à un moment donné, il m'a dit, « Écoute, Marc, je suis à la recherche d'un attaché politique. J'ai envie que tu t'impliques avec moi. » Ce que j'ai accepté de faire avec plaisir, parce que c'est devenu un ami au fil du temps, et j'ai été avec lui pendant quelques années, pendant 8 ans, en fait. OK. Quand lui s'est retiré de là... Tu travaillais à titre d'attaché de presse? Attaché politique local. Donc, moi, je n'allais pas à Québec. Je ne me mêlais pas vraiment des activités partisanes. C'était pas mon rôle. Mon rôle, c'était vraiment d'une part, d'écrire les communiqués et les discours du député, mais aussi d'être le lien entre les citoyens, les organismes et le député et le gouvernement dans la mesure où on peut les aider. Donc, c'était vraiment d'intervenir dans la communauté. Ça, c'est une période que j'ai adorée, là. Parce que ça te permet d'être en contact avec les réalités des gens puis d'essayer de les aider à réaliser leurs projets. C'est vraiment absolument fascinant. Est-ce que c'était quelque chose, parfois, par contre, qui était difficile? Est-ce que les gens avaient quand même une bonne, disons, perception de ton rôle? Parce qu'on le sait, là, peut-être ça a changé un peu avec les années. Maintenant, les gens sont assez désabusés, disons, des hommes politiques. Est-ce qu'à l'époque, c'était moins pire? C'était moins pire, c'était beaucoup moins pire. En fait, à l'époque, on était vraiment des partenaires de la communauté. Il faut dire que mon député de l'époque était un jeune député. Hein. Il avait à peu près le même âge que moi, à quelques années près. Donc, c'était quelqu'un que tout le monde appelait par son prénom, même dans la région, qui
qui a joué vraiment un rôle très, très important au niveau des organismes communautaires pour les aider. Écoute, dans certains cas, on avait une salle de conférence que l'on prêtait à ces organismes-là pour qu'ils viennent faire leurs réunions sur place. S'il y avait besoin de photocopieurs ou de trucs comme ça, c'est les organismes qui venaient s'en servir chez nous. On était vraiment un centre d'aide pour ces organismes-là. Et ça, je pense que c'était très apprécié. Donc, il n'y avait pas l'espèce de cynisme ambiant là, qu'on a actuellement. On n'était pas là. En même temps, quand on sent plus la proximité, veut pas, je crois que c'est ce qu'on apprécie là, des politiciens et autres. Là. Eh bien, effectivement. Mais comme je te dis, c'était pas... Moi, ce que j'appréciais, c'est que je n'étais pas dans une logique partisane. J'étais vraiment là pour aider au développement du comté, et c'est ce que j'ai apprécié. Pas de ligne de parti à suivre, mon Marc. Jusqu'à ce que mon député décide de ne pas se représenter. Ah. J'avoue que j'ai eu la tentation de me présenter moi-même. Ah oui? Mais ça aurait été vraiment au niveau municipal? Au niveau provincial. Provincial. Est-ce que tu avais... je ne te demanderai pas tes allégeances, mais est-ce que tu avais commencé déjà à côtoyer certains partis? En fait, on était, nous, impliqués parce que c'était un député libéral à l'époque, sous Robert Bourassa, qui a été élu, si je m'en cache pas, à ce moment-là. Donc... Toi, tu aurais été dans le suivi là, avec le Parti libéral? Moi, j'aurais tout simplement pris la relève, sauf qu'à ce moment-là, M. Bourassa avait quitté, et c'était Daniel Johnson. Et, bon. Qui était étrangement passé à l'hebdomadaire aussi. Oui, puis qui, bon, pour différentes raisons, et ça te donne peut-être une image de ce que c'est, ont carrément refusé ma candidature. Ah, ils ont refusé ta candidature. Est-ce qu'ils ont motivé avec des raisons valables selon toi? Ou? Oui, honnêtement, je pense qu'ils me le connaissaient mieux que je ne le croyais. Ils m'ont dit qu'ils ne me faisaient pas confiance pour respecter les lignes de parti, ce qui n'était pas complètement faux. C'est-à-dire que oui, j'ai certaines allégeances, mais en même temps, si je me présentais dans une organisation comme celle-là, c'est d'abord pour représenter le comté au-delà des allégeances. Et bon, peut-être que j'aurais pas toujours été en accord avec les décisions gouvernementales. Non, c'est ça. Puis des fois, parfois, ça peut être difficile lorsque là, un média vient t'interroger, justement par la suite, puis toi, tu as envie de dire vraiment le fond de ta pensée, mais tu ne peux pas quand tu dois respecter la ligne de pensée, quelque chose que tu n'avais pas envie de plier, disons, tes principes par rapport à ça. C'est exactement. Alors évidemment, comme ça ne fonctionnait pas, remarque que c'était pas grave. J'ai quitté ce monde-là. J'ai lancé une petite agence de communication qui s'appelait Blabla Communication à l'époque. OK. Et agence où je faisais de la rédaction, j'organisais des conférences de presse, des choses comme celle-là. Ça a duré 2 ou 3 ans pour finalement, en 96, on remonte à il y a longtemps quand même, en 96, il y a un nouveau journal qui s'est créé en ville à Saint-Hyacinthe et on m'a contacté pour être journaliste et rédacteur en chef de ce nouvel hebdo. Ce que j'ai fait pendant 4 ans. Okay. Donc, j'ai été rédacteur en chef. On a créé. Rédacteur en chef, dans le fond, c'est toi qui décidais des nouvelles que vous alliez couvrir. Comment ça fonctionnait un peu tes rôles? Moi, j'étais le rédacteur en chef. Donc, c'est moi qui décidais l'orientation éditoriale. C'est moi qui révisais les textes. J'en écrivais pas mal parce qu'on était une petite équipe en démarrage. Tu sais ce que c'est. À partir de là, évidemment, il a fallu... on faisait à peu près tout dans ce journal-là. Là, j'allais à l'atelier de montage pour aider au montage. Bref, c'était une petite équipe. Ça a été une expérience absolument incroyable. Mais au bout de 4 ans, la situation économique a eu raison de nous. Le journal a fermé ses portes. Et moi, je suis devenu... À ce moment-là, tu avais, sans être trop indiscret, Marc, tu avais environ quel âge? Écoute, j'avais... en 2000, j'avais 37 ans. OK. Est-ce que c'était des plus jeunes qui travaillaient, dans le dit hebdomadaire, ou c'était des personnes sensiblement du même âge? Non, écoute, j'avais embauché, moi, souvent des débutants. Ce sont des gens, puis c'est ce que j'ai continué par la suite tout au long de ma carrière. J'ai toujours voulu donner une chance aux plus jeunes, puis dire, moi, je me suis développé une certaine expertise, une certaine expérience. Alors, si je peux contribuer à aider quelqu'un à faire la même chose que moi, je vais le faire. Alors, j'ai embauché des plus jeunes que je formais sur le tas, que j'envoyais. Un photographe même qu'on a embauché qui avait à peu près jamais fait de photos de sa vie, mais qui était bon photographe, mais jamais de photos de presse.
Donc, on l'a comme habitué à ce monde-là. On a vraiment travaillé avec des jeunes comme ça pour être capable de former quelque chose. Et bon, malheureusement, comme je te dis, un journal étant ce que c'est, et ben quand tu es dans une région comme Saint-Hyacinthe, où tu as encore le courrier qui fonctionne, quand tu es un nouveau journal qui arrive, la situation n'est pas facile, nécessairement. Donc, les propriétaires ont choisi de mettre la clé dans la porte. Moi, est-ce que les jeunes avaient une belle plume, j'ai été consultant en rédaction pour différents hebdos, notamment des hebdos à Granby. Et par la suite, au bout d'un an ou deux, j'ai eu un appel du Courrier de Saint-Hyacinthe, d'un rédacteur en chef, M. Vigneault, Jean Vigneault, ancien rédacteur en chef de la Tribune à Sherbrooke, qui était rendu à Saint-Hyacinthe il y avait une 60aine d'années. Et M. Vigneault m'a dit, écoute, j'aimerais ça qu'on se rencontre. J'ai rencontré M. Vigneault. On avait eu quelques conflits dans le temps où on était rédacteur en chef de 2 journaux opposants. Compétiteurs. Ouais. Et on avait eu quelques conflits. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai jasé pendant 1 heure ou 2 et il m'a offert un travail et je suis retourné travailler comme journaliste au Courrier. OK. Juste une petite question, parenthèse, avant de continuer dans ton cheminement professionnel. Lorsque tu avais des jeunes, dans le fond, qui travaillaient pour toi, est-ce que dans leur cas, leur niveau de langage, leur plume, est-ce que c'est quelque chose que tu pouvais appeler correct ou tu trouvais qu'il y avait un laisser-aller chez la plus jeune génération? Ben non, à ce moment-là, c'était correct parce que c'était des jeunes quand même qui avaient une certaine formation. Je n'ai pas pris des jeunes sur le trottoir là, pour les amener comme journalistes. C'est des gens qui avaient quand même une certaine formation, une certaine base en rédaction, dans certains cas même une formation universitaire. Donc, ça m'a permis assez facilement de les intégrer. Mon travail était davantage de les amener dans la réalité du marché du travail parce qu'au niveau de la qualité de la langue, c'était quand même assez bien. Ça, je peux pas me plaindre là-dessus. Là, c'était plutôt efficace. Là où on avait un petit problème, c'était à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on avait une équipe commerciale qui vendait de la publicité, bien entendu, et dont la qualité de la langue était peut-être un peu moins grande. C'était d'excellents vendeurs, mais d'un peu moins de bons rédacteurs, ce qui fait qu'il fallait reviser considérablement les publicités avant de les publier dans le journal. Oui, parce que ça reste très important. Là, lorsqu'on représente un commerce, une entreprise, il faut se servir d'un bon français parce que là, c'est sûr que ça paraît mal. Tu fais mal paraître ainsi l'image de marque du dit commerce. Exactement. Alors, comme tu vois, c'est donc un travail de correction. Et une fois par semaine, une fois que le montage était fait, là, on allait à l'atelier de montage qui était situé à l'extérieur de la ville. Et là, j'avais toutes les épreuves, page par page, que je devais relire pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur majeure puis qu'on pouvait corriger les erreurs, le cas échéant. C'est quoi qui t'a amené éventuellement à travailler dans le domaine de l'automobile? Ah, ben là, j'y arrive. Ah. Alors, tu vois, comme je te disais... Je saute les étapes. Je suis trop énervé. Là. Je saute les étapes. J'ai été consultant et par la suite, je suis allé travailler au Courrier de Saint-Hyacinthe. Puis là, je suis devenu rédacteur en chef adjoint avec M. Vigneault. Longue histoire courte, quand M. Vigneault a décidé de partir en vacances 1 mois à un moment donné, et il n'est jamais revenu, il a fait une crise cardiaque en voyage. Il a été remplacé par un autre rédacteur en chef et moi, j'ai quitté. Mais j'ai quitté pour une bonne raison. Je te ramène quelques années en arrière, 1997, l'année où j'étais dans mon autre journal, qui s'appelait L'Impact à l'époque, où j'étais rédacteur en chef. Je reçois un appel d'un gars que je connais comme ça de nom, un certain Bertrand Godin. Oui, le coureur automobile, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bertrand m'appelle et me dit, écoutez, on se connaît pas, mais il va y avoir une activité à Saint-Hyacinthe parce que, on tourne un certain film, puis en collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières, on va faire une compétition d'arrêt au puits à Saint-Hyacinthe. C'est moi le porte-parole, j'aimerais ça qu'on se rencontre pour en parler. Moi, je dis avec plaisir, parce que lui, il voulait qu'on en parle dans le journal, bien entendu, c'était une activité populaire. Alors, parfait, pas de problème. Il me dit, écoutez, je vous invite à luncher. Parfait. Alors, on s'en va luncher ensemble dans un petit restaurant pas loin. Je me rappelle de la journée comme si c'était hier. Et Bertrand et moi, ça a cliqué tout de suite. On est devenus 2 amis immédiatement. Mais vraiment 2 amis, là. Alors, lors de cette journée-là, Bertrand me raconte sa carrière, là où il en est rendu, qu'est-ce qu'il fait et tout et tout. Et par la suite, quelques semaines plus tard, il me dit, là, écoute, l'an prochain, je serai pas au Québec, je m'en vais en Europe, où je vais piloter en Formule 3000. Alors, je vais t'envoyer des communiqués quand je vais y penser. Je dis, comment ça, quand tu vas y penser? Il dit, ouais, il dit, j'ai personne pour les écrire. Alors, je vais essayer de les écrire moi-même puis de les envoyer aux médias. Je dis, écoute,
fais mieux que ça, appelle-moi après chaque course, je vais écrire les communiqués de presse, puis moi, je vais les acheminer. Il dit, mais là, non, regarde, c'est beau, c'est correct, on est amis, je fais ça pour toi. Alors, ça a commencé comme ça. Bertrand est allé une année en Europe avec plus ou moins de succès. J'ai écrit ses communiqués. Il est revenu. Il s'est trouvé un poste d'analyste à Radio-Canada, par exemple. Et à partir de l'année 2000, 99-2000, il est devenu animateur d'une émission à Z-Télé qui s'appelait Le Grand Test. Le Grand Test, c'était une émission sur l'automobile où on parlait de technologie. À un moment donné, je reçois un appel de Bertrand me disant « Écoute, Marc, on a besoin d'un recherchiste pour l'émission. Est-ce que tu serais disponible à venir nous aider? » Évidemment, je dis oui. Je me suis donc dirigé là et on me dit, ben Marc, voilà, tu es maintenant recherchiste pour l'émission, bravo. Est-ce que tu as ton passeport? Ben non, pas vraiment. Pourquoi? Mais parce que tu pars dans 2 semaines pour le Salon de l'Auto de Francfort. Quand même. OK. Alors, on est parti avec une équipe de tournage et Bertrand. On est allé au Salon de l'Auto de Francfort. On a fait un certain nombre de reportages sur place. Quand on est revenu, on a eu l'émission pendant 1 an et demi. Et c'est donc là, puis on est même allé à Las Vegas ensemble, au SEMA Show, où on a fait aussi des reportages. Bref, on a quand même... J'ai donc été recherchiste à cette émission-là en travaillant de concert avec Bertrand. Une fois ça fait, Bertrand a eu une offre pour écrire dans la presse, toujours sur la technologie automobile. Bertrand est un super communicateur, mais c'est un gars qui a une plume, disons, moins alerte, si on peut dire ça comme ça. Alors, il me dit, écoute, j'ai envie de te faire une proposition. On va écrire les textes ensemble et on va les signer tous les deux, là. On se cache pas, là. C'est pas moi qu'il puisse te donner le mérite, là, quand même, c'est ça. Non, pas c'est s'approprier le tout, là. Oui, effectivement. Les 2 noms étaient là. Donc, on est devenu chroniqueur dans la presse, comme ça, qu'on a fait pendant 1 an et demi, pour la technologie. Alors là, on est rendu en 2002, tu te rends compte. En 2002, moi, je suis redevenu journaliste général au Courrier de Saint-Hyacinthe. L'éditeur du Courrier de Saint-Hyacinthe vient me voir et dit, écoute, Marc, t'écris dans la presse avec Bertrand Godin sur l'automobile. Je dis oui. Il dit, nous, ils donnent une chronique auto, puis on perd notre chroniqueur bientôt. Est-ce que ça te tenterait de faire la chronique? Oui, évidemment. Alors, je suis donc, depuis le 12 mars 2002, le chroniqueur automobile officiel du journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe. OK. C'est quelque chose. Juste savoir, est-ce qu'il y a une perception un peu différente des Canadiens francophones, des Canadiens français, lorsque vous allez dans des salons, justement, à l'extérieur, comme ça, là, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? C'est certain que, d'après moi, le langage universel, ça doit être surtout l'anglais. Effectivement. Le langage, c'est l'anglais. Je te dirais que la nuance, elle est plus avec nos collègues anglo-canadiens qu'avec les autres. C'est-à-dire? Quand on va en Europe, notamment, il n'y a pas vraiment de différence et on ne se sent pas du tout ostracisé ou on ne se sent pas du tout mis de côté. Avec les Canadiens anglais, c'est vraiment frappant parce que quand il y a des événements, par exemple, un lancement de véhicule, on est une quinzaine ou une vingtaine de journalistes. Ben, au souper le soir, tu as des tables d'anglophones, puis tu as la table de francophones, où ça parle plus fort, ça rit, puis ça crie plus fort. C'est vraiment frappant comme nuance. Au point où, d'ailleurs, de plus en plus maintenant, les manufacturiers essaient de faire 2 vagues, une vague canadienne-française et une vague canadienne-anglaise. OK, mais il n'y a pas d'animosité, là, quand même. C'est plus que... ça se mélange moins, on va le dire comme ça. Ça se mélange moins, il n'y a pas d'animosité. Et honnêtement, bien des fois, je me suis retrouvé à rouler avec un partenaire anglophone, puis ce sont des gens avec qui je suis tout à fait ami. J'ai des amis là-dedans. On ne partage pas nécessairement les mêmes vues, mais j'ai jamais vraiment vu de conflit précis en raison de la langue, là. Oui, il y a des conflits sur d'autres éléments, là, qui sont pas nécessairement les mêmes visions parce que les visions du Québec, par exemple, en matière d'environnement ou de trucs comme ça sont peut-être un peu différentes de celles qu'on retrouve en Alberta, par exemple. Mais dans l'ensemble, on est quand même dans un monde à peu près similaire. Une dernière question, Marc. Est-ce que c'est difficile de franciser certains mots plus souvent utilisés en anglais lorsqu'on parle des automobiles? Parce que j'ai en tête plein de termes que je me dis des fois, est-ce que ça ne devient pas trop difficile? Mais je crois que tu essaies toujours de faire l'effort de ton côté. Ben, j'essaie de faire l'effort. C'est souvent pas facile.
Je vais te donner un exemple. Si je te dis, par exemple, que tu as une durite qui est usée, ça se peut que tu comprennes mal ce que je veux dire. Je ne comprends pas. Pour être franc, j'avais Si de l'air cependant, ma face était absente là, pendant 2 secondes. Là, je comprenais plus ce qui se mais passait. si je te dis, cependant, tu as une hausse de pété, Ouais. tu viens de comprendre immédiatement et pourtant, je t'ai dit la même chose. C'est ça. Alors, oui, c'est vrai, dans certains cas, l'usage a fait que l'on a utilisé beaucoup de mots anglophones. Et le français est une langue vivante. C'est une langue qui évolue. Donc, on le fait évoluer avec certaines expressions qui tirées de l'anglais ou de d'autres langues. On essaie autant que possible. En tout cas, moi, je fais vraiment un effort particulier pour être capable de me concentrer autour d'un bon usage du français. De valoriser justement les termes lorsqu'on peut les utiliser en français. Effectivement. Mais souvent, il faut faire le compromis par rapport à la compréhension du public aussi. Je te répète la notion de durite, par exemple. Même si je t'en parle pendant 5 minutes, si je ne t'explique pas ce que c'est, il y a de fortes chances que tu ne me comprennes pas. Or, si je fais une entrevue radio pour laquelle j'ai 3 minutes et demie, je ne peux pas me permettre de passer 1 minute et demie à expliquer le vocabulaire. Mm-hmm. Donc, on va utiliser souvent des raccourcis, malheureusement, qui vont avoir tendance à être tirés de l'anglais. Par exemple, je te parle d'une CVT. C'est une transmission, le vrai terme, c'est une transmission à variation continue. Ça devrait donc être un TCV. Mais on utilise l'expression anglaise CVT. OK. Parce que ça a été comme accepté globalement par tout le monde et c'est comme ça qu'on la nomme. Mais est-ce que tu penses qu'on est rendu à un point de non-retour, qu'on ne peut pas justement essayer de pousser un peu plus le français pour justement éliminer le plus possible? Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour conserver les appellations françaises. Si tu regardes le nom de l'ensemble des systèmes électroniques embarqués, par exemple, dans un véhicule sur l'aide à la conduite, en général, on va essayer de garder, par exemple, un système d'aide au maintien en voie, un système d'assistance au freinage automatisé. Bon, il y a des termes anglais qui sont beaucoup plus courts, avec des acronymes qui sont beaucoup plus simples, mais on fait l'effort de toujours utiliser la notion francophone le plus possible. Mais comme je te dis, il arrive parfois qu'on prend des raccourcis, je l'admets, moi le premier, pour essayer justement de faire comprendre aux gens la meilleure notion. Tu sais, moi, mon travail, je dis toujours à la blague, moi, je suis un peu le beau-frère. Tu sais, on a tout un beau-frère qu'on appelle quand on a des problèmes de plomberie. Oui. Moi, je suis un peu le beau-frère automobile. Alors, les gens font appel à moi pour avoir une compréhension rapide d'un problème spécifique concernant une voiture. J'ai souvent fort peu de temps pour donner cette explication-là. Alors, évidemment, j'ai tendance à prendre des raccourcis, mais quand j'ai le temps, comme on a cet après-midi, je fais vraiment l'effort d'essayer d'avoir un langage beaucoup plus agréable et beaucoup plus francisé pour tout ce que je peux trouver, dans la mesure du possible, bien entendu, parce qu'il y a quand même des appellations, disons, à connotation plus commerciale, qui, elles, sont tirées de l'anglais. Je pense au système, par exemple, de conduite semi-autonome qui sont de plus en plus répandus. Chez Tesla, c'est un autopilot, et non pas l'autopilote, mais bien à l'anglaise. Chez Ford, c'est le Blue Cruise. Chez Cadillac, c'est le Super Cruise. Donc, on est vraiment dans des appellations éminemment anglophones. C'est peut-être un peu regrettable, mais il faut vivre aussi avec cet élément-là qui nous provient souvent des États-Unis. Là. En tout cas, Marc, je te remercie beaucoup pour cette conversation. Puis s'il y a une chose que j'ai retenue vers la toute fin, c'est que pour moi, tu resteras toujours un beau-frère très apprécié de l'automobile. Merci beaucoup, mon cher. Salut, Marc. C'était Marc Bouchard, chroniqueur automobile dans les salles du français.